D'être côtier sur Reflet d'Afrique Télévision, mesdames et messieurs, merci de nous renouveler votre fidélité en ce moment pour nous rejoindre dans la capsule des sports et comme à l'accoutumée, nous faisons l'analyse et même le commentaire des rencontres en cours et même déjà déroulées. Aujourd'hui, la tradition demeure la même et nous recevons pour cet exercice, bien entendu, Martin Evina, qui nous a rejoint et qui on se tourne pour souhaiter la bienvenue à nouveau. Bonsoir Martin. Bonsoir à vous. Comment tu vas? Super bien. Nous sommes contents de tout savoir aujourd'hui en format, encore le temps puisqu'on parle de sport. Et les gradins ont bougé et les joueurs se sont échangés. Les tableaux, les scores se sont rénovés. Oui, naturellement, on va une fois de plus ce soir essayer de décapsuler l'actualité du CHAN et l'actualité footballistique en général parce que c'est de ça qu'il est question. On va essayer de monter en puissance. On va essayer de monter en puissance et avec vous, on va essayer de comprendre déjà dans ces groupes ceux qui sont recalés, ceux qui vont quitter la compétition, ceux qui restent et les duels qui restent encore à découvrir. D'abord, on a déjà un premier carré de demi-finalistes pour le Cameroun et la RDC qui vont certainement échanger des duels, une rencontre qui s'annonce également et également la rencontre du Mali. Mais pour ceux qui nous concerne, on va également le saluer avant de revenir sur la première préoccupation qui est celle de pas de récapitulative pas dans la fin. Des poules, savoir ceux qui sont restés et ceux qui quittent la compétition, c'est-à-dire de Sadio N. Bassa, qui est journaliste sportif, qui a pris l'habitude de nous entretenir sur ce plateau de capsule de sport. Il est avec nous, Sadio N. Bonsoir Eric, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ouais, tu as parlé d'habitude, j'ai pris l'habitude pour qu'on monte à l'altitude. Et c'est déjà une très bonne nouvelle de savoir que vous êtes paré et que tout est fait avec vous, surtout cette arme et cette bonne nombre d'informations pour qu'on puisse avoir de bonnes nouvelles. Vous savez, mon Eric, je suis content quand on est là pour commenter justement. Surtout content quand il s'agit de la partie des sports. Ah oui, je suis content. Quand il s'agit de tirer sa part dans la capsule, c'est important. Et surtout que ces temps-ci, on a eu trop de matchs qui nous ont fait vibrer. Et on a forcément beaucoup à dire ce soir. D'accord. Avec vous donc, Martin Evina, qui est un averti du sport, du football, vous le suivez de bout en bout. Vous avez suivi ce match tellement. Nous reviendrons dans la phase qui suit cette émission. Mais avant, on annonce ce premier carré des quarts de finale, le Cameroun, la RDC, le Mali et le Congo. Avant de vous poser la question, permettez-moi de faire le récapitulatif des grandes poules dans la poule A, le groupe A, si vous voulez bien. Le Mali est premier avec 7 points, le Cameroun deuxième avec 5 points, le Burkina Faso et le Zimbabwe sont les deux recalés. Le groupe B, on a la RDC, 7 points, Congo-Brazzaville, 4 points, le Niger et la Libye qui sont les recalés. Le groupe C, le Maroc, 7 points, le Rwanda, 5 points, le Togo et l'Ouganda qui semblent être des recalés. Le groupe D qui va s'affronter tout à l'heure, la Guinée-Conakry, la Zambie, la Tanzanie et la Namibie. On aura l'affiche Guinée-Tanzanie, Namibie, Zambie. Je pose la question, nous à vous de savoir. On a ce premier carré, Cameroun, RDC, Mali, Congo qui vont se jouer dans quelques heures seulement. La pression monte dans le camp de Cameroun, la pression monte dans le camp du Mali. Cette fois-ci, c'est le 1 du sort. Tout à fait, tout à fait. Je pourrais dire d'entrée de jeu à nos téléspectateurs que les rencontres de ces quarts de finale que nous avons, à savoir la RDC contre le Cameroun et le Mali face au Congo, seront des rencontres très difficiles. Et ce seront des rencontres d'autant plus attendues parce que quand on regardait déjà la deuxième journée, ce qui s'était déjà passé, on savait, ça se profilait déjà à l'horizon que le Cameroun, avec le football que nous avons eu à développer et ce qu'on a vu du Mali, que l'un pourrait terminer premier et l'autre deuxième. Donc maintenant, s'agissant de la RDC contre le Cameroun, ce match qui va se jouer samedi à Japoma, je peux déjà vous dire que les cardiaques doivent vraiment faire attention parce que ça sera un match qui sera très épique. Ça sera une rencontre, je dirais, une vraie rencontre de Coupe d'Afrique. Moi, je vais même mettre ça dans un autre palier. Ça ne sera pas une rencontre de CHAN, mais ça sera une rencontre même niveau CAN. Parce que quand vous regardez déjà la ferveur populaire et la liesse et des supporters sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte que samedi, il n'y aura
ça sera le jour J, ça sera le jour où chacun voudra en découdre avec l'autre. Donc entre les léopards et les lions, c'est déjà d'abord un duel de fauves, d'animaux très féroces. Voilà. Ça serait également, si on veut être un peu moins sérieux, un duel entre deux mouvements culturels, à savoir la danse du Sélé-Kélé avec le Mbolé qui fait fureur également au Cameroun. Donc moi je pourrais dire que ce qui nous attend, ça sera une fête du football en fait. Parce que quand je regarde du côté camerounais, je vois la liesse populaire, je vois la combativité, je vois l'engagement et je regarde du côté de la RDC, je vois cette sérénité, c'est vrai qu'il est un peu entaché avec un effectif qui est diminué de temps en temps par le coronavirus. Qui a gagné de la hargne, parce que malgré que le Covid est touché une partie du joueur, mais la RDC a gagné quand même ses jambes, a gagné son push. Et désormais, les Congolais croient qu'ils peuvent aller jusqu'au bout. Bien sûr, quand vous regardez celui qui a marqué le but qui a ouvert le score contre, je dirais, quelle équipe là récemment, c'était contre le Niger. Voilà, le Niger, Kabangou. Kabangou, c'est le deuxième meilleur buteur de la Ligue en foot actuellement avec 7 buts. C'est un attaquant du Dari Klombe Motema Pembe, mais qui n'avait pas encore joué. Vous voyez, avec le premier match, quand on lui donne sa chance, il montre au peuple qu'il est présent. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est un match qui est attendu. Et moi, je me dis que ça sera une finale avant la finale. Un autre match qui n'est pas de moindre, un match également qui risque soulever certainement pour ne pas dire les cheveux de cuir, chevelure des Camerounais et même les étrangers sur le match Mali-Congo parce que le Congo également, lui on le voyait déjà défaitiste, mais il a réussi à chipper son ticket de qualification pour les quarts de finale et il revient en force pour croiser Mali, ce qu'il attend de pied ferme. Oui, ça sera également une chaude empoignante entre ces deux nations de foot parce que le Congo vraiment sort de loin. Le Congo a eu beaucoup de facteurs qui ont permis qu'il se qualifie. Quand vous regardez un peu le classement du coach Barthélemy Kassono, vous regardez un peu la blessure sacrificielle de leur défenseur central lors du match contre le Niger qui les maintient en vie. Et Kouma Epoyo, que je salue ici, il a été opéré avec succès à l'hôpital général. Quand vous regardez un peu tout cet environnement-là, vous allez vous rendre compte que le Congo est allé chercher sa qualification très très loin dans ses cryptes. Ils ont tout donné. Et je regarde d'un autre côté le Mali qui part déjà comme un favori quand on regarde le football qu'ils ont eu à développer sur ces 3 rencontres. Je ne serais pas étonné que cette rencontre finisse au tir au but parce que ça sera très difficile. Mais du côté congolais, où j'ai quelques amis également, où je suis quand même assez introduit dans ce championnat, oui. Eux, ils sont en train déjà de se sublimer parce que pour un petit rappel historique, en 1972, lorsque le Cameroun organise la CAN, la finale c'est Congo-Mali. Oui. Et le Congo remporte cette édition devant le Mali. Donc du côté de Brazzaville, eux ils sont déjà en train de se sublimer, ils ne se dérangent pas, ils vous disent si c'est le Mali, non, on n'a pas à s'inquiéter, on a l'habitude de battre le Mali. Voilà. Encore plus au Cameroun, il n'y aura pas de problème. Savio, est-ce que donc c'est une bonne façon d'aborder ces quarts de finale pour les Congolais? Est-ce qu'on va répéter l'histoire ou il conviendra de venir avec toute sa lucidité et se dire bon, on a un adversaire de poing, jouons toute la compétition, mettons tout à fond? On va d'abord rappeler que c'était en 1972. Oui. Et aujourd'hui, on est en 2021. Ça fait beaucoup d'années sont passées. Et l'érosion du temps a forcément effacé beaucoup de choses dans la tête même de ceux qui ont pu sortir cette archive-là. Sauf que l'histoire du passé peut servir de carburant pour rénover le zèle, le punch des politiques. Aujourd'hui, par exemple, on le voit avec le Cameroun, nous on a par exemple Janssen Ngoua qui vient de temps en temps prodiguer des conseils, et ces conseils retentissent comme un carburateur dans les jambes des jeunes joueurs qui à l'heure actuelle défendent les couleurs nationales. Oui, mais c'est bien, mais... On ne court pas le risque de dire que l'épopée de 72 pourrait se répéter, alors peut servir de motivateur pour ces jeunes joueurs du Congo. Sauf que aujourd'hui, Eric, les données ont beaucoup changé, beaucoup de choses ont changé. Entre-temps, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, on va parler de 2 équipes qui, pour moi, ont un style de jeu, je dirais, différent. Donc,
probablement un co-panéliste pourrait dire le contraire, mais je dois dire qu'on a deux styles de jeu quand même différents et puis les réalités ne sont plus les mêmes par rapport à 1972. En 72, c'est vrai, on va me parler forcément des joueurs comme Pelé, François Pelé ou comment il s'appelait, Pelé le sorcier. Minga. Voilà. Aujourd'hui, il se trouve que pour moi, c'est plus les mêmes générations. C'est pas la même philosophie. C'est vrai que le hasard veut qu'on soit encore au Cameroun, mais sauf que c'était la finale à l'époque. Aujourd'hui, c'est la demi-finale. On regarde les prestations du Congo qui vient de très loin. Il a arraché sa qualification de très loin. Et le Mali par rapport à ce Mali qui est favori. Je ne vais pas me prononcer au niveau des pronostics, non. Mais je vais juste dire que le Congo-Brazzaville peut se révéler très dangereux. Très dangereux. Pourquoi je veux dire très dangereux? Parce que ce que j'ai vu lors du dernier match, on a vu des gars décisifs. On a vu des gars qui étaient capables quand même d'aller chercher ce qu'il fallait. C'est vrai que ça a été, ça a été très difficile. Mais moi j'ai vu quand même des belles choses quand même que les Congolais nous ont montré. Maintenant, on a une équipe du Mali qui était époustouflante lors du premier tour, ça il faut le reconnaître, au point de terminer premier devant le pays organisateur. Maintenant, je crains que le Mali forcément puisse laisser des plumes après un premier tour. Vraiment, il faut le dire, aussi réussi, parce que tout le monde le sait, c'est 2 victoires, c'est un match nul, et un match nul avec le pays organisateur, le Mali qui a su tenir le Cameroun devant son public. Donc, et ils ont même beaucoup donné. Donc moi j'ai peur qu'à un moment donné, qu'ils ont pu forcément laisser les plumes, parce qu'on a souvent vu ça, laisser les plumes justement contre ce match-là, et que c'est dans cette rencontre, sans être supporter du Congo, que le Congo puisse se révéler. D'ailleurs, le Congo a des arguments. Je parlerai par exemple, c'est vrai que son nom m'échappe un tout petit peu, de ce garçon qui a joué à Auxerre. Benguela. Benguela. Voilà. Qui a fait 2 ans à Auxerre, qui est revenu, qui est aujourd'hui au Diable Rouge. Hein, il a un petit nom, il s'appelle Bebeto. Donc, au Congo, c'est quelqu'un qui n'était pas là, je crois, lors de la seconde journée. Mais voilà, mais il a démontré de toute son expérience dans ce match-là contre les aides du Mali. Donc, c'est pour ça que je dis, ce Congo qui revient de loin, faisons très attention aussi. J'ai parlé là des 2 forces, des forces de chaque équipe, des faiblesses de chaque équipe. D'accord. Ok, Marty, on est avec toi parce que là, on peut toujours parler des favoris de cette compétition. Est-ce que les favoris ont fait montre de leur notoriété jusqu'ici? Oui, jusqu'ici, les favoris ont fait montre de leur notoriété. Parce qu'on a l'impression qu'on ne sent pas trop un drama. On ne sent pas trop un drama. Donc, malgré les victoires, on ne sent pas cette puissance-là. En fait, je le reprends. Des commentaires qui se disent ça et là, qu'on ne voit pas trop cette grande puissance du Maroc, pourtant qui est le tenant en titre. Non, moi je ne suis pas de cet avis. Le Maroc, si vous regardez bien le plan marocain, le Maroc n'a pas forcé son talent. Si vous regardez les 3 matchs, le Maroc n'a pas forcé son talent lors des 2 derniers matchs. Mais hier, lorsqu'il fallait gagner pour être premier de la poule et rester ici à Douala, ils vous ont montré qu'ils sont candidats à leur propre succession. Et il y a un petit fait marquant qui m'a impressionné hier, c'est que lors de la première rencontre, lorsqu'il y a eu un penalty, c'est le milieu de terrain Djabran qui l'a tiré. Hier, lorsqu'il y a eu un penalty qui est tombé à la fin de la première mi-temps, vous avez vu qui a pris le penalty? Ayoub El Kabi, le meilleur joueur et meilleur buteur du dernier CHAN en 2018, qu'on attendait. Et dès qu'il a débloqué, son compteur but, vous avez vu que derrière en deuxième mi-temps, tout le monde s'est lâché et c'était la fiesta. Hier, c'était un football total, un football champagne. Donc moi je dis, le Maroc, ce sont des équipes qui sont aguerries à la compétition, ce sont des équipes qui sont professionnelles. Vous voyez, ils ont des joueurs professionnels. Ils savent que dans une compétition, il faut monter en puissance. Et c'est ce qui s'est vu hier. Parce que si vous regardez le match, eux, ils mettent la pression, mais contre le coup du jeu de Ghana, ils ne se découragent pas. Ils continuent à mettre la pression. Donc, pour moi, ce commentaire-là, où c'est ce point là sur
le Maroc qui est le favori, qui n'a pas encore convaincu. Non, moi, le Maroc, depuis le premier match, je dis, c'est l'équipe qui me joue un football qui est sensé, qui a un rythme. Vous sentez qu'ils savent où ils vont. Vous sentez que quand vous regardez l'équipe du Maroc, ils ne mettaient pas de la folie. Oui, mais vous sentez qu'ils savent, ils sont confiants. Maintenant, quand je parle maintenant des autres favoris, je vais parler de la RDC. Ils terminent. Que je vais vous poser. Voilà, ils terminent premier. Quels sont les favoris jusqu'à l'heure actuelle? Oui, ils terminent. La RDC au Shannon ne les présente plus. Ils ont 2 trophées déjà. Ils terminent premier de leur poule. Oui, avec une équipe à moins gris. Oui. Mais on se rend compte que même ceux qui sont doublés ou remplaçants, ils font le job. Maintenant, dans la poule du Cameroun, ce sont les Camerounais qui n'avaient pas foi en l'équipe du Cameroun. Moi, personnellement, j'ai totalement confiance et je reste convaincu que nous allons gagner le CAN, le Chan. Oui, donc le Cameroun, pour moi, le Cameroun était favori. Maintenant, derrière, on avait le Burkina Faso, on avait le Mali. Si on prend le palmarès des 2 nations, le Mali a déjà joué une finale du Chan en 2016 contre qui? Contre la RDC. Le Rwanda. Non, c'était au Rwanda en 2016 contre la RDC. Donc vous voyez que le Mali également, en termes de palmarès, dépasse le Burkina Faso et le Zimbabwe. Donc pour moi, le Cameroun favori, Mali favori, il passe. RDC favori. Maintenant, le Congo qui se qualifie était domé, mais il faut rappeler à nos téléspectateurs que le Congo sort en 2018 en quart de finale contre qui? La Libye. Donc c'était aussi un match de revanche. Ils sont venus avec un esprit revanchard. Donc cette compétition a un sens. Elle tient sa route. Si on vous propose la même question pour vous, est-ce que les favoris sont en train de faire montre de leur performance? Que nous diriez-vous? Que oui. En quoi? Parce qu'ils sont là, ils sont présents déjà au second tour, ils sont là. Même si, pour revenir quand même à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que c'est-à-dire donc que le Burkina Faso a démérité? Est-ce que si le Burkina Faso n'est pas là, ça veut dire que bon, il avait non, le Burkina, tout le monde sait que le Burkina n'a pas de mérité, mais le Burkina aurait pu aussi prétendre du moins à ces 8 places qualificatives. 8 places qualificatives pour les quarts de finale. Mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent souvent en sport. Mais là, quand on parle du Maroc, je vais d'abord m'arrêter sur le Maroc. Même si elle a toujours, il faut reconnaître que le Maroc a toujours souffert lors de ses débuts de match. Hein. Mais après, lorsque la mayonnaise a commencé à prendre, ils nous ont offert vraiment de belles choses. Surtout qu'ils ont toujours eu l'esprit comme revanchard. Et on a encore vu ça hier. Il a fallu un but ougandais pour changer la donne. Et c'est là où on a vu les artisans de la Botola Pro sortir comme les Moussaoui qui ont vraiment sorti le grand jeu. Donc pour moi déjà, le Maroc est un favori qui est au rendez-vous. La République démocratique du Congo, je suis d'accord, malgré ces gars l'absence de ces véritables cadors, de ces véritables chevilles ouvrières, ont su démontrer que ils ont un banc assez important, un banc sur qui on peut compter. Après, on a le Mali qui est bel et bien là. Le Mali qui également pouvait compter quand même sur son homogénéité, à savoir que la majorité des joueurs de ce club-là, de ce pays-là, eh bien, évoluent soit au Djoliba de Bamako ou soit au Stade malien. D'accord. Ça veut dire qu'on avait un noyau sur qui ça a dû s'appuyer. Maintenant, pour moi, honnêtement, le Cameroun en tant que pays organisateur, je ne vais pas dire que je ne veux pas dire que le Cameroun ne pouvait pas arriver au second tour, mais le Cameroun m'inquiète un tout petit peu parce que c'est un pays c'est une équipe qui a, il faut le dire, beaucoup hésité quand même au premier tour, a fait beaucoup de turnover quand même par rapport aux autres, même au Congo qui avait certes des joueurs à RDC, oui, qui avaient des joueurs dans un état covidique, mais la RDC a montré quand même que voilà, ils avaient un banc, ils avaient des gars. Si Issam Peko n'est pas là, si tel n'est pas là, bon, on avait des gars quand même sur qui on pouvait s'appuyer. Et c'est pourquoi je dis quand même, pour moi, tous les favoris sont là. D'accord. Certainement, on va prendre certainement cet extrait qui nous retrace le match Maroc-Ouganda. Ensuite, après votre réaction. D'accord. Vous avez parlé de ceux qui ont été recalés. J'ai un petit pincement au cœur. Hier, quand je regardais le match du Togo,
je me suis dit, mais pourquoi cette équipe sort? Parce que quand vous regardez comment le Togo a joué, vous vous rendez compte que hier, c'était l'un des plus bons matchs de cette compétition. Nous reviendrons. Maintenant, on va donc suivre cet extrait du match Maroc-Ouganda, un duel. Question de revenir après faire quelques lectures pour savoir si ce que vous dites est avéré, si le roi, le patron de cette chaîne s'affirme, se confirme, pour que nul ne puisse l'infirmer. Allez, un score très lourd, Savio. Ouais, il faut dire que déjà, il y a eu une ouverture du score d'abord pour les Ougandais grâce à Oritz, une grosse frappe, voilà, oui, qui a réussi bien sûr à tromper Sliti, le gardien de cette équipe du Maroc. Mais après, il faut dire que quand il y a eu égalisation bien sûr d'El Kabi, voilà, qui donc égalise. À ce moment-là, on va à la mi-temps, on va à la pause avec un score d'un but partout et dès qu'on revient, on a une équipe du Maroc irrésistible parce que entre la 71e minute et la 91e, écoutez, l'Ouganda n'a vu que du feu. Après, il faut dire que dans la foulée, il y a une réduction du score quand même. Oui. Voilà, donc il y a une réduction du score. Mais au final, c'est 5 buts contre 2 en faveur bien sûr des Lions de l'Atlas du Maroc qui ont su s'imposer. Et il y a eu des gars comme Raimi, Sofiane. Voilà, Raimi Sofiane Raimi qui a également fait beaucoup de combativité également dans cette rencontre-là. Et en fait, tous les grands, je disais encore, tous les grands de la Botola Pro étaient là. Moussaoui, par exemple, qui était le meilleur joueur de la Botola, qui a signé un but dans cette partie. D'accord. Voilà. Maintenant, quels sont les secrets jusqu'ici, les armes fortes du Maroc? Parce que 5-2 pour un dernier match de poule, c'est lourd. Mais on a l'impression que le Maroc a dépassé le niveau de la préparation du CHAN. 5-2, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce qu'ils auraient pu battre 5-0 ou plus? Non, le Maroc, je vous ai dit d'entendre que le Maroc, ils sont dans leur compétition. Ils ne forcent pas leur talent. Mais hier, il y avait déjà des inquiétudes, des voix qui se levaient par-ci, par-là, en disant le Maroc inquiète un peu, le Maroc, on n'est pas sûr. Hier, c'était un Maroc taille patron. Ils ont voulu faire taire toute critique et toute inquiétude. Si vous regardez bien le match, vous allez vous rendre compte que dès l'entame du match, ils ont mis la pression. Et cela se voit parce que le coach du Maroc, il a fait 4 changements. Il a mis les deux arrières qui ont toujours joué les 2 derniers matchs. Je parle principalement de l'arrière droit, Badi, qui n'était même pas sur la feuille de match. Oui. Il a fait jouer El Mansouri, qui est le latéral de la Renaissance sportive Berkane, oui, qui nous a montré qu'il avait un très bon coup de pied droit. Il était sur presque toutes les balles arrêtées. Oui. Vous vous rendez compte que le Maroc se fait surprendre malheureusement avec un but, mais avant la fin de la première mi-temps, comme mon compagnon l'a dit, ils sont revenus. Et ce qui fait quand ils reviennent des vestiaires, ils sont ragaillardis, ils sont revigorés. Et il disait c'est de la 50, ils ont marqué 3 buts en l'espace de, je vais dire combien, c'est 20 minutes. C'est de la 51e à la 71e minute qu'ils nous mettent. Allez-y. Oui, 51e à la 71e. Et puis après, il y a eu une réduction du score à 4-2. Voilà. Après, on est revenu à la 91e minute où bien sûr, le Maroc a cloué le bec carrément des supporters ougandais. Voilà. Donc, si vous regardez donc de la première à la dernière minute, c'est un match plein de Marocains. C'est un match où il fallait... En fait, l'objectif, c'était de ne pas se déplacer. Vous savez, quand une équipe comme le Maroc, qui connaît les difficultés, ici à Douala, ils se sont déjà acclimatés, ils connaissent déjà un peu les infrastructures, le public et tout, oui, le stade. C'est pas bon toujours de se déplacer quand on est un favori. Oui. Vous voyez, là, ils voulaient rester à Douala et attendre maintenant de pied ferme le deuxième de la poule C. Si maintenant vous posez la question de savoir quelle est la lecture qu'on peut tirer de la performance de ce Maroc, est-ce que les autres équipes ne peuvent pas prétendre anticiper quelques secrets, quelques clés de ce Maroc pour prétendre négocier ces cartes de finale, parce qu'on a un Cameroun qui est au quart, on a un Mali qui est au quart, on a un Congo qui est au quart. Est-ce que ce Maroc ne peut pas nous servir d'exemple? Non, il a parlé, ce Maroc nous sert d'exemple, mais
Avant de regarder la compétition en elle-même, regardons un peu en amont. Parce que vous allez vous rendre compte que le Maroc termine son championnat en octobre. D'accord. Le Raja de Casablanca est sacré. Le Maroc reprend son championnat en décembre, le 4. Oui. Mais entre cette phase de mercato, oui, le Maroc réussit quand même à maintenir ses gars en stage. Donc l'équipe du Chan est maintenue en stage. Et maintenant, dans cet effectif, il a parlé de Soufiane Raimi. Soufiane Raimi, il faut dire qu'il a été dans le groupe du Maroc qui a joué contre la RCA, oui, ici à Douala, oui, avec le gardien. Avec les IH et autres. Voilà, avec les IH. Donc vous voyez que ce n'est pas anodin. Ce que vous voyez, c'est une préparation. Ils savent de quoi, ils connaissent la compétition. Et on savait que Ayoub El Kaabi, à un moment, ça allait venir. Oui. Donc, quand vous regardez, il a toujours tenté, il a toujours essayé, il n'avait pas le but. Maintenant, pour mettre leur avant-centre en confiance, par rapport pour les prochaines, pour la deuxième phase de la compétition, on lui a laissé ce penalty-là de le tirer. Donc, quand je regarde un peu l'équipe du Maroc, je vais dire quoi? Pour tirer un exemple de cette équipe, non. Et actuellement, vous ne pouvez pas passer. C'est une équipe qui joue je l'ai dit, à un niveau d'exigence en championnat très élevé. Si vous prenez ces joueurs du Raja de Casablanca, vous prenez ces joueurs du Wydad, ils ont joué les demi-finales de la Champions League contre oui, les deux équipes égyptiennes. Oui. Donc, ce ne sont pas des... On n'a pas affaire à des enfants de cœur. On a affaire à des gens qui sont habitués à ces joutes-là, à ces joutes africaines. Donc, aux habitudes du job. Voilà. Moi, je disais, sur un autre plateau, je disais que le Maroc, ce sont des responsables, ce sont des hommes de devoir. Ils savent de quoi il est question dans cette compétition. Pour moi, je ne doute pas, ils seront dans le dernier carré. Pour moi, personnellement, je ne doute pas. Alors, Savio, il donne de comprendre certainement que la performance du Maroc séduit dans l'organisation de sa hiérarchie, de son staff et même dans la fédération du pays, que le Cameroun, alors les autres nations qui concourent à ces quarts de finale et même à la finale ne prétendraient pas être la même performance que le Maroc. Est-ce qu'on peut se résumer à ça? Ou c'est des leçons à tirer pour l'avenir? Oui, je pense que déjà le Maroc est professionnel. Le Maroc bavarde moins, il communique moins. Mais sur le terrain, tu vois, ils font des choses. Contrairement à nous, pour nous... Nous qui Parce que nous avons le Mali, la RDC, le Cameroun, le Congo. Il y a encore des poules qui vont se jouer ce soir. Contrairement, par exemple... On a la Guinée, la Tanzanie et la Namibie. Ouais, je vais y arriver. Contrairement, par exemple, au Cameroun, qui domine, oui, ne marque pas. Mais le Maroc, sur ce match, sur le dernier, a dominé, oui, et a marqué. Le Cameroun avait une mission claire d'aller au quart. Le Cameroun au quart. Si la mission était d'aller au quart, maintenant, sans nous démontrer comment serait, sans nous présenter au moins un aspect du second tour, moi, vous savez, je ne sais pas comment les téléspectateurs vont prendre ça, mais ça a tout l'air comme un genre étude. Sérieux. La mission est accomplie, c'était dans le Cameroun. On a atteint d'abord, on a atteint les quarts de finale. Voilà. Maintenant, on a une République démocratique du Congo qui risque de récupérer ses titulaires. N'oublions pas que déjà, en ce qui concerne ce match-là, il y a déjà une guerre de médias. Il y a déjà une guerre qui a commencé depuis. Oui. D'ailleurs, il faut dire que à la fédération, ou alors du côté entre les Congolais eux-mêmes, ils sont en train d'accuser les autorités camerounaises de saboter carrément leur effectif en leur privant de leurs meilleurs joueurs. Donc, il y a le ministre des Sports du Congo qui a fait sa sortie pour dire non, ils vont débarquer. D'accord. Oui, ils vont débarquer à Douala pour ce match. Dans le Cameroun, Ato a raison de mieux se préparer par rapport à ce match parce que je trouve que les goleadors congolais seront là. Non, le Cameroun, ils doivent bien se préparer. Moi, je fais confiance au staff du compte Tungupile parce qu'il faut dire à nos téléspectateurs qu'en 2016, le Cameroun gagne la RDC, oui, 3-1. Qui est coach Tungupile. Voilà. Et si on remonte encore... Il veut nous dire que les faits sont têtus. Et si on remonte encore un peu, on fait une petite virgule dans le temps, oui, vous allez vous rendre compte qu'en 72 également, le Cameroun qui est battu par le Congo en demi-finale,
joue en match de classement qui est le Zaïre. Zaïre. Et le Cameroun gagne le Zaïre par 5-2. Donc vous voyez que moi je dis à nos frères camerounais d'être confiants d'aller. J'espère que l'historique ne va pas amener l'hystérie après. Ah non, du tout, du tout. Non. En tout cas, on va donc revenir sur cette autre, rencontre, la rencontre du Togo contre le Rwanda, rencontre qui a été très disputée. Notamment, la région de proposer cette autre rencontre. Question pour nous d'analyser et avant de revenir sur le carré de ce soir. Guinée, Tanzanie, Namibie, Zambie, le Togolais et les Rwandais qui ont également rivalisé le duel. Et ça n'a pas été une partie très facile, très compliquée. Mais à la fin, on a vu ce que le tableau de bord affiché. Oui, hier c'était, je le redis encore, et j'ai l'intime conviction que beaucoup seront d'accord avec moi que hier on a vu une vraie rencontre de foot. Globalement, la soirée d'hier, c'était la soirée foot. Il n'y avait pas de cadeau. Il n'y avait pas de cadeau. C'est la soirée la plus prolifique jusqu'à présent. C'est 12 buts en deux rencontres. Donc, quand vous regardez le match Togo contre le Rwanda, mais vous vous rendez également compte que l'équipe qui mettait la pression, un peu comme le match contre le Maroc, le Rwanda qui avait envie de faire le jeu a encaissé, a pris le premier but. Oui. Et comme également le match contre le Maroc, avant la fin de la première mi-temps, ils égalisent. Quand ils reviennent, ils reprennent encore un autre but, ils égalisent et maintenant ils coiffent le Togo sur le fil à la fin du match par ce but de leur avant-centre. Vous vous rendez compte que le Togo, moi, j'ai de la peine parce que quand j'ai vu leur capitaine et dossard numéro 10, Nane, je me disais, ce jeune homme, il ne mérite pas rentrer au premier tour. Il devait encore nous gratifier de son talent. Donc, pour moi, c'était une rencontre vraiment étincelante. C'était une très belle rencontre. On va revenir sur quelques éléments de cette rencontre Togo-Rwanda qui sont donnés l'instant au de l'observer. Auquel cas, on va poursuivre avec Savio, lui qui a le mot à la bouche et qui dira qu'il était étincelant. On espère que les étincelles n'ont pas évolué en feu, en flamme. Ce match, il était beau. Avec la déception vraiment des éperviers du Togo, qui, moi, je pense, c'est vrai, ça fait mal d'être éliminé, mais quand tu donnes tout avant de perdre, c'est une victoire. C'est important. Nané et Akoro qui ont marqué dans cette rencontre-là. Voilà. Et puis il y avait Nyonzima qui avait déjà ouvert le score pour la formation, bien sûr, du Rwanda. On ne peut pas dire que le Rwanda, comme en 2016, le Rwanda retrouve donc les quarts de finale. On rappelle qu'en 2016, justement, c'était le Rwanda, les Amavubi qui étaient pays organisateurs. Donc, comme en 2016, donc, ils sont donc retour au quart de finale. Et ça, c'est une sacrée performance quand même pour une équipe qui est en train de grandir, il faut le dire comme ça. Voilà, donc c'est aussi une grosse surprise dans cette scène Rwanda-Togo. On ne voyait pas trop cette performance venir de but en blanc. On ne voyait pas Rwanda faire beaucoup de personnes disaient sur ce Togo, mais on ne savait pas qu'un Rwanda peut être aussi intrépide. Oui, le Rwanda fait sa compétition tout en silence, il ne parle pas beaucoup. Mais les faits sont là, ils ne gagnent pas. Voilà, ils ne gagnent pas. Lorsqu'ils ne gagnent pas, mais ils ne perdent pas également. Et hier, lorsqu'il a fallu sortir le grand jeu, vous avez vu qu'ils ont joué, ils ont fait un match plein, ils sont combatifs, ils vont vraiment au taquet. C'est une équipe, quand je regarde le milieu de terrain, ce sont des gars ils sont un peu comme des Camerounais, ils sont un peu comme l'équipe du Cameroun. Ils sont toujours en train de vouloir faire le résultat. Même quand les pronostics ne sont pas à leur faveur, parce qu'après le match Togo-Ouganda, personne ne voyait le Rwanda tenir tête à ce Togo. Mais hier, ils ont encore démontré qu'ils sont là, ils sont bel et bien présents. Et c'est une équipe qui a un mental d'acier, parce que je me rappelle lors de leur tournoi, leur mini-tournoi. Nous avons commencé dans nos productions d'entame, pour poser la question de savoir si ce chan se joue uniquement sur le mental, parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens vont puiser très loin dans leur respect. Oui, naturellement, on a eu une année Covid. Les gars, les joueurs ont fait pratiquement 6 mois dans d'autres pays qui participent à ce champ. Le championnat n'a même pas encore recommencé. Je ne veux pas parler du Cameroun, vous savez tout ce qu'il y a comme débat dessus. Voilà, vous voyez que le seul cadran, le seul élément catalyseur pour vous permettre de performer, c'est le mental. Donc, je disais que le Rwanda a organisé un mini-chan.
Il y a eu un mini pré-CHAN Oui. à Kigali en début janvier. Et je me rappelle du match Congo-Rwanda où ils ont été menés 2-0 à la première mi-temps. Mais cette même équipe du Rwanda, à la fin du match, est revenue à 2 buts partout. Donc moi, ce mental ne me surprend pas personnellement parce que quand j'ai eu à demander qu'est-ce qui s'est passé dans mes petits papiers, on m'a dit c'est une équipe que vous ne voyez pas venir, mais c'est une équipe qui est toujours là. Exactement, je vous rapporte un petit fait parce que quand le champ était encore à ses débuts, j'en coupais un peu des commentaires autour des supporters et beaucoup disaient bon, le Rwanda c'est un pays qui n'est pas recruté pour le football, c'est un pays qui est beaucoup plus dans l'athlétisme. Donc comment est-ce que le Rwanda va s'en sortir aujourd'hui dans le Rwanda qui passe quand même? Voilà, donc c'est le travail. Et derrière aussi, il y a un championnat qui se met en place, qui essaye d'être professionnel. On a même des Camerounais qui vont déjà là-bas. Et qui est basé également ce club-là. Il faut dire que le Rwanda, la plupart de ses joueurs évoluent à l'APR, qui est l'armée patriotique du Rwanda, Voilà. Oui. qui donc le club phare également de ce côté-là. Et donc la plupart des joueurs de cette équipe Ochan, la plupart donc évoluent donc de ce côté-là. Voilà aussi des équipes comme ça, qui les gars, l'homogénéité, partout il y a l'homogénéité. Vous voyez qu'on essaye de faire quelque chose, on essaye de construire quelque chose. D'accord. En tout cas, on souhaite bon vent à ce brave Rwanda qui a su chipper la part belle au Togo, qui était mieux avancée, qui a souvent tendu le coup à beaucoup de pays africains, parmi lesquels le nôtre dans certaines compétitions. Mais le Rwanda qui a offert déjà un très très beau football hier et qui a pu c'est deuxième de cette pôle après le Maroc. Cette pôle Rwanda qui a pu avoir 5 points. On se retrouve avec 12 buts seulement dans la soirée. Est-ce qu'on peut donc dire que bon, du moins, le derby du Chan, c'était la journée d'hier? Est-ce qu'on peut le dire? Oui, je peux le dire parce que ça s'est joué. Ça s'est joué, même. On a l'impression que la compétition a vraiment commencé hier. Ouais, moi je dis oui, je mets un oui là-dessus. Parce que quand on regarde le match entre le Maroc par exemple et l'Ouganda qui s'affrontaient, ben, on voit que même à 5-2, le Maroc était un peu prudent. Ils ont joué, le Maroc a gagné ce match justement parce que ils ne sont pas venus du genre nous allons simplifier l'adversaire. Tout à fait. Tu vois, vous voyez, donc jusqu'à l'entrée également d'un des meilleurs joueurs ougandais à la personne d'Ougera, qui est rentré dans ce match et il a démontré des choses, des belles choses d'ailleurs, notamment avec je pense 2 coups francs où il s'est illustré. Le Maroc a mouillé le maillot jusqu'à la dernière seconde. Regarde également le match Togo, dont on dit encore c'est le best of the best parmi toutes les rencontres du tournoi. Cette rencontre est classée bien sûr parmi les best of the best. Ça s'est joué jusqu'à la fin. Dans un forum où on s'entretenait dans un forum de professionnels, ben à chaque fois quand il y avait but dans ce forum, c'était carrément la vibration. Mais même à la mi-temps, déjà on s'était déjà projeté là-dessus en disant ça nous offrira forcément une seconde mi-temps folle furieuse. Et c'est ce qu'on a vu. Pour moi, c'était la 3e journée dans le groupe C. Oui. Voilà, moi franchement, il fallait pas manquer ça. D'accord. En tout cas, ce soir, on annonce un autre carré. Il s'agit de la Guinée-Conakry, Tanzanie et la Namibie et la Zambie. Martin. Je vais commencer par le match. Oui, je vais commencer par le match Zambie-Namibie, qui est un duel Kosafa, parce que les deux équipes sont situées dans l'Afrique australe. Et ce sont deux équipes qui ont l'habitude de se rencontrer. Ce sont deux équipes qui se partagent des joueurs. Des joueurs ici vont là-bas, des joueurs là-bas qui ne trouvent pas premier ici vont là. Donc la Namibie qui est déjà... La Namibie que tout le monde voit éliminer tout ne va pas venir là comme une victime expiatoire. Il va falloir montrer, il va falloir être fier aujourd'hui. Et il va falloir que la Namibie sorte quand même de cette compétition en ayant montré que c'était des faux pas, mais qu'elle ne démérite pas. La Namibie d'aujourd'hui va me rappeler un temps soit peu le Cameroun de 2018, où on perd à 1-0, mais lors du dernier match, le peuple vous attend. Et c'est ça qu'il faut montrer aujourd'hui pour la Namibie. Maintenant, pour la Zambie, il va falloir confirmer son statut de premier de la poule, de ne pas se déplacer, de rester aussi à Limbe. À Limbe. Voilà, de rester à Limbe.
Et la Zambie a montré quand même depuis le début de la compétition un football offensif, un football total. Cette poule, ce match, ça sera un match ouvert parce que quand vous regardez les matchs de la Namibie n'a jamais fermé le jeu. La Namibie a toujours joué avec ses forces, avec ses faiblesses. Donc, pour moi, c'est une rencontre, c'est un duel en fait. C'est un duel et dans un duel, il n'y a pas de petit match. Maintenant, quand on prend le match entre le Syrie national et les Taïfa de la Tanzanie, alors là, bien malin qui me dira qui va gagner cette rencontre. Parce que l'écart de points, il n'est que d'un point. La Tanzanie a un point. La Tanzanie a 3 points. Et la Guinée a 4 points. C'est vrai que sur les papiers, tous les bookmakers voient la Guinée. Voilà, la Guinée pas favorite par rapport à ce qu'elle a développé, par rapport également à une de ses individualités, Morlan Sili, qui est chaque fois lors des 2 derniers matchs a été l'homme du match. C'est vraiment le joueur à surveiller dans cette équipe-là. Mais moi, je ne miserai pas un copec dans cette rencontre. Je veux voir cette rencontre comme j'ai vu la rencontre Togo-Rwanda. En tout cas, voilà. D'accord, Savio. Oui, la Guinée, déjà, qui je rappelle, sera privée de Morley Silla, qui est donc suspendu pour cumul de cartons. Donc Morley Silla, il ne sera pas là. C'est également l'une des chevilles ouvrières, bien sûr, de cette équipe entraînée par l'AP Bangoura. Donc, au vu de ce qu'on a, au vu de ce qu'ils nous ont démontré, cette Guinée-là, même s'il faut le reconnaître que dans ce match contre la Zambie, c'était vraiment au bout du bout. Et avec, ça s'est vraiment joué. On est avec 4 points pour la Guinée et qui, lors de son premier match, lors de la première journée, on va dire comme ça, était la meilleure attaque de la première journée, je crois. Voilà. Donc la meilleure attaque de la première journée. Donc elle a des arguments quand même pour aller chercher, pourquoi pas, les 3 points ce soir, surtout qu'ils ont été encouragés par certains Florentin Pogba. D'accord. En tout cas, sur quoi est-ce qu'il va falloir que chaque équipe mise pour prendre le cas de la Guinée-Conakry qui a 4 points. La Zambie qui a également 4 points. Tanzanie 4 points. On se rend compte que la Zambie peut d'un moment à l'autre être le premier de la poule. Sur quoi est-ce qu'il va falloir miser ce soir? Bon, le jeu de la Guinée-Conakry, dans le jeu de la Zambie, sur quoi est-ce qu'il va falloir miser? moi, je dirais tout simplement qu'il faudrait que les deux équipes, si on parle de la Guinée et de la Zambie, contre leur adversaire, jouent vraiment le match à fond, surtout la Zambie, parce que tout le monde peut se qualifier, il peut se passer tellement de choses dans cette poule. Même la Namibie, ce qu'on a vu depuis le premier tour, même la Namibie qui est déjà éliminé peut encore surprendre et surtout envoyer un gros carrément à la maison. Donc c'est pour ça que je dis par exemple méfiance, surtout pour même la Guinée la Zambie qui reçoit. On va se dire que c'est une équipe qui a 0 points. Ils sont en train de bien terminer, mais je dirais plutôt méfiance. C'est même très dangereux de jouer contre une équipe qui n'a pas gagné parce qu'on veut partir avec l'esprit. En fait, on est revanchard. On ne veut pas partir de cette compétition sans au moins inscrire soit le moindre but ou alors le moindre point. On veut démontrer, on a cet orgueil-là qu'on veut démontrer. Et c'est pour ça que je dis, la Zambie, il faudrait se méfier. Il faudrait vraiment jouer à fond, éviter de tomber dans la facilité et éviter de simplifier l'adversaire. D'accord. Martin, quelles auraient été les erreurs de la Namibie lors des semaines précédentes et qu'il conviendrait qu'elle corrige ce soir la rencontre qui l'oppose à la Zambie? La Namibie a joué avec ses forces. Vous savez, quand vous regardez cette poule, c'est une poule qui partait sur le papier équilibré, comme toutes les autres poules de ce chan. Donc il n'y avait pas, si on enlève le Maroc et peut-être la RDC, il n'y avait vraiment pas quelqu'un qui sortait véritablement du lot. Et quand vous regardez ce groupe C, vous ne voyez pas véritablement qui devait être premier ou pas. Donc la Namibie est venue jouer ses matchs à fond. Mais il s'est avéré qu'en face d'elle, il y a eu des équipes qui ont été supérieures parce que quand vous regardez sur le plan technique et même sur le plan de l'efficacité, leur match contre la Guinée, ils sont passés carrément à côté. Et aujourd'hui, quelle erreur il faut corriger?
n'y a plus rien à corriger, je crois qu'ils sont éliminés. Et aujourd'hui, il faut juste mouiller le maillot. Oui, au moins corriger pour sortir avec un honneur, comme on dit souvent. Comme le dit dans le langage de la famille. C'est une équipe qui n'a rien à perdre. Et vous savez, quand vous n'avez rien à perdre, c'est là où vous êtes souvent. Quand vous êtes au mur, c'est là où vous avez toutes les chances même de gagner. Bon, attendez, comme on n'a rien à perdre, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse battre ou on joue? Non, je vous ai dit que c'est un duel entre deux équipes. C'est un peu comme si le Cameroun joue avec le Congo. Oui. Donc c'est un duel entre deux équipes de COSAFA. Donc ce sont des équipes qui ont l'habitude de se croiser. Et bien sûr. Surtout qu'il y a des tournois de COSAFA tout le temps. Hein. Donc voilà. C'est une partie de l'Afrique. Bien organisé, attention. D'accord. Voilà, donc pour moi, ça sera un match qui va se jouer sur le terrain. Et si je ne me trompe pas, le coach zambien le disait déjà que il va falloir être vraiment il va falloir être engagé, il va falloir être efficace, réaliste et même créatif parce qu'en face, vous allez avoir des joueurs namibiens qui ne vont rien lâcher. Donc la Namibie, le seul truc, au seul conseil que je pourrais leur prodiguer, comme vous l'avez demandé, c'est de jouer, c'est de tout donner pour rendre le peuple namibien fier. Surtout que Eric, lorsque la Namibie perd son premier match, on demande au coach namibien, mais est-ce que ça va être bon pour la suite? Non, on a vu des équipes souvent perdre dans la première journée et puis se retrouver, aller au bout. Donc ça a quand même fait sourire la presse parce que, il faut le dire, lorsqu'on a ressorti cette phrase-là lors de la seconde journée après avoir perdu contre la Tanzanie, on a ressorti cet extrait. On se dit, mais coach, c'est mal barré ça. Pour la finale, c'est mal barré. Ok, mal barré pour la compétition, mais attention, pas mal barré quand même pour la dernière journée qui peut nous réserver vraiment beaucoup de surprises. J'ai même foi que c'est cette Namibie-là qui peut aller faire ce qu'il ne fallait pas. Hein. D'accord. Gâcher la fête de certains pays. Parlons maintenant de la Guinée-Conakry-Tanzanie. Est-ce que la Tanzanie pourrait surprendre ce soir? Est-ce qu'il pourrait couper le souffle à la Guinée? La Tanzanie-Guinée, ça sera un match très discuté. Les quarts de points d'abord nous en disent. Est-ce que le 12e homme rentre toujours part à ces rencontres aux côtés de ces deux équipes? On a l'impression que dans ces rencontres particulièrement, on ne le sent pas trop. Je ne dirais pas. 12e joueur. Oui, je ne dirais pas comme ça parce que quand on regarde les matchs, on a vu il y a beaucoup de Guinéens qui ont manifesté lors de leur dernier match. Ils ont des supporters, le Sili national. Concrètement à la Tanzanie, le Sili national, eux, ils ont quand même des supporters qui font le déplacement ou qui sont sur place à Limbi à chaque fois. Donc le 12e on va jouer, mais ça va se jouer. Ce sera l'équipe qui aura le plus envie d'aller au second tour qui va gagner. Parce que quand vous regardez les autres rencontres de troisième journée, quand vous regardez le match, je prends le match Congo-Libye, vous allez vous rendre compte que le Congo est venu aborder ce match en disant ok, nous on va aller au deuxième tour. Donc si la Tanzanie vient avec cet état d'esprit là, la Tanzanie peut créer une surprise, peut vraiment faire. Et quels sont les points sur lesquels il faudra vraiment faire attention avec cette équipe de Guinée-Conakry qui est très tactique et technique? L'équipe sur quel point il faudra que la Tanzanie fasse attention? Parce qu'on se souvient que la Guinée viendra avec la rage de vaincre. Oui, la Guinée a un très beau football. Si vous l'avez déjà dit, sur le plan technico-tactique, ils sont en place. Donc la Tanzanie, pour moi, doit faire très attention au jeu de côté des Guinéens parce que quand vous regardez le jeu guinéen, la Guinée n'a pas de problème à attaquer sur le flanc gauche ou sur le flanc droit. Donc ils ont une aisance à aller chercher l'adversaire sur un flanc et à faire maintenant des ouvertures sur l'autre côté. Donc la Tanzanie vraiment doit jouer ce match étant très concentré. Moi, ces derniers matchs, cette troisième journée, quand j'ai regardé hier et aujourd'hui, on aura sensiblement les mêmes résultats, pas forcément en termes de but, mais c'est l'équipe qui sera la moins concentrée qui va regretter à la fin au terme des Oui, mais non, ça veut dire qu'est-ce qui peut être la cause de la déconcentration? Parce que quelque part, on ne donne pas assez beaucoup et après on se relâche. Vous l'avez tout à l'heure dit dans vos propos liminaires quand on parlait du match du Maroc contre le Rwanda, comme quoi on a trop mis de pressing et après ça lâche. Ce qui cause souvent ça, c'est le fait qu'on vient de façon pédante.
C'est-à-dire que très suffisant. C'est-à-dire que quand on vient, on se dit, bon écoute, c'est rien que la Tanzanie. Donc c'est une équipe que, hein, on se base sur leur championnat et puis on voit qu'ils sont... Non. Et surtout que les joueurs guinéens viennent d'un club qui est cette fois-ci irrégulier quand même dans le deuxième tour de la Ligue des Champions, à savoir le Orea Athletic. Donc je pense que ce qui explique souvent, pour revenir à votre question, c'est le fait de venir étant très suffisant et ça nous paye cash. Toutes les équipes qui viennent comme ça, après ils finissent à genoux carrément à la fin des rencontres. C'est après ils vont chercher soit le point, arracher le point du match nul, toujours au bout du bout. Donc c'est pourquoi il ne faudrait pas tomber dans ce péché-là, à savoir la suffisance, le mépris de l'adversaire. C'est très dangereux lorsqu'on est dans ce genre de... Lorsqu'on est dans un cas de figure comme la Guinée, la Tanzanie et la Namibie. Et voilà, c'est tellement avant de prendre cette légère transition pour revenir faire le débrief général de ces matchs de poule qui finissent, parce que dans 48 on va entamer l'écart. Il est important de retenir les points de ces matchs de poule, les points d'ombre que vous notez, les leçons intéressantes de cette compétition qui sont à retenir dans l'ouverture de ces quarts, parce que l'on annonce comme ça que pendant les quarts on parlera de la VAR. Voilà. Lors de ces 3 premiers matchs, notamment la poule A, la poule B et la poule C hier, on s'est rendu compte qu'il y avait des actions qui pouvaient prêter à confusion ou qui pouvaient susciter certaines interrogations. On se rappelle peut-être pour le cas du Cameroun, il faut rester chauvin, on n'aime pas le tir, mais le but d'un tir. Les observateurs ont vu qu'il y avait un but qui était attaché de main dans la surface, dans l'action Djegba au duel. Donc, avec la VAR, ça sera quand même, on va arriver aux standards internationaux, parce que maintenant, toutes les compétitions, tous les championnats que nous voyons, il y a la VAR. Et il ne fallait pas que le Cameroun, cette grande nation de football, organise un tournoi international où il n'y a pas la VAR. Donc pour moi, ça sera une avancée, ça sera une amélioration. Maintenant, quelle autre zone d'ombre? Quand je regarde un peu les leçons à tirer et je fais le round-up de tout ce qu'on a déjà vu, je me dis c'est l'équipe qui a le plus envie de gagner qui gagne. D'accord. Donc pour moi, il ne faudrait pas qu'une équipe aborde un match de quart de finale, ou pour ceux qui vont jouer ce soir, comme ça venait de le dire, pour chuter avec un esprit de supériorité. Non, il n'y a pas d'esprit de supériorité. Toutes ces équipes se valent. Ce sont des poules qui ont été... Le tirage au sort a été suffisamment serré. Quand vous regardez la vérité du terrain, vous vous rendez compte que c'est la vérité du terrain qui prime. Ok, Sadio, est-ce que la VAR a retenti comme une autre pression que les joueurs auront, ou alors c'est plutôt un avantage pour les différentes prestations dans cette phase des cartes qui s'annonce dans quelques jours? C'est un avantage. Et en même temps, il faut dire que pour certains, ça va même être une grande première de jouer avec la présence de la VAR. Surtout que dans nos championnats africains, il faut le dire, c'est le gros moyen. C'est le gros moyen, la VAR. Donc il y a des équipes qui vont commencer quand même à s'habituer avec ça dès l'étape des quarts de finale. Et pour moi, c'est la bienvenue de toute façon. Mais d'aucuns disent souvent que la VAR a ceci de particulier, que ça casse un peu le feeling du jeu, surtout quand une action est menée et elle semble être un but ou pas un but, deux fois quand elle tranche, on n'est pas trop d'accord. Oui, il faut dire que c'est une machine, la VAR c'est une machine, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont derrière cette machine, mais quand vous avez souvent vu au micro près les décisions sur les décisions, comment les arbitres prennent des décisions sur la VAR, vous pouvez à un certain moment vous inquiéter, mais il reste qu'il faut faire confiance au trio arbitral qui est sur le terrain. Donc pour moi, la pression, oui, et c'est une bonne chose, parce que ces joueurs, pour la plupart, si on enlève ceux de la Botola Pro 1 du Maroc, beaucoup parmi eux ne jouent pas dans les championnats professionnels. D'accord. Et ils aspirent à jouer dans les championnats professionnels, et de ce fait, il faut déjà s'accoutumer à... Peut-être une dernière question avant de refermer avec vous ce programme. Comment il faudrait donc que les joueurs se préparent à affronter cette technologie qui va entrer pour certains
pour la première fois dans le cadre de ces quarts de finale? Je pense que dans les différents staffs et les différents états-majors des équipes qualifiées en quart, je pense vraiment que quand il y a un nouvel élément dans l'arbitrage, je crois, sans vouloir me tromper, oui, qu'il y a quand même préparation. Voilà, il y a une préparation de tous les effets, de tout le monde. Chacun essaye de voir parce que ces joueurs vous regardent également la télé comme nous, mais ils ne savent pas techniquement comment ça se passe. Certainement qu'ils nous suivent également sur Reflet d'Afrique Télévision. Ils ont certainement notre salutation. Savio, est-ce que ça doit retentir comme un moyen de pression pour certains? Ou alors se dit, voilà, maintenant il faut jouer proprement? Ouais, justement, ça va professionnaliser. Déjà, comme monsieur propre, quoi. Ça va apporter quand même beaucoup dans cette partie du tournoi. Et ça va aussi, pourquoi pas, changer un peu la mentalité des joueurs. Certains, je pense, pour moi, auront peur d'aller à fond. D'accord. Parce qu'ils disent, tiens, si je fais une faute là, on peut rattraper ça carrément. Mais moi, le conseil que je pourrais quand même donner à ces joueurs, c'est de jouer juste libéré, de jouer comme d'habitude. Et chacun fait son travail et puis on aura du beau spectacle. Merci beaucoup, Savio, d'avoir honoré à ce rendez-vous de la capsule des sports sur Reflet d'Afrique Télévision. Merci pour votre contribution renouvelée. C'est un plaisir d'être ici. D'accord. Merci également à vous, Martin Ndongo Evina, d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons encore vous revoir très bientôt. C'est moi qui vous remercie. À chaque fois que j'aurai l'opportunité de venir partager avec vous, je reviendrai. Merci encore à vous et merci à vous à la maison et vous, milliers d'internautes que nous avez suivis sur Reflet d'Afrique Télévision. Merci de nous faire confiance et merci de rester scotché sur les programmes de la meilleure des télévisions. Ne décrochez surtout pas parce que les informations et la chaîne se poursuit sur la meilleure des télé.